Bonjour, bienvenue à Planète Terre. Cette semaine à l'émission La Chine, où le président Xi Jinping entend laisser sa marque. En plus d'avoir été reconduit à son poste la semaine dernière, le Parti communiste chinois a inclus son nom et sa pensée dans la charte du parti, ce qui en fait de facto l'un des plus grands leaders du pays après un mandat seulement. On a deux invités pour en parler. D'abord, Olga Alexieva, qui est sinologue et professeure d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste donc de la Chine moderne et contemporaine. Bonjour. Bonjour. Également, Harry Van Hache, qui est économiste et professeur au département d'affaires internationales à HEC Montréal, qui revient tout juste d'ailleurs de la Chine. Bonjour. Bonjour. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, expliquez-nous d'abord brièvement le fonctionnement du Parti communiste chinois. On l'a vu sur les images à la télévision, et ça peut surprendre vu d'ici. Alors, des votes à main levée, des applaudissements nourris, unanimes. Alors, on dirait que tout ça est scripté. Est-ce que c'est le cas? Alors, il faut savoir que le système politique chinois se repose sur une organisation triangulaire basée sur le parti, le gouvernement et l'armée. Donc, c'est pour ça que Xi Jinping, il est à la fois le chef de la République populaire de Chine, le secrétaire général du Parti communiste et le chef de la commission militaire centrale. Donc, au sein de cette organisation, le Parti communiste occupe un rôle, une place centrale. Donc, c'est le parti qui contrôle tout. Et donc, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est donc le congrès du Parti communiste qui se réunit tous les 5 ans donc, pour élire le comité central, le bureau politique et donc le comité permanent du bureau politique. C'est cette personne-là. Qui est le petit comité qui décide tout. Là. Qui décide absolument tout. Donc, vous avez le président, Xi Jinping, son premier ministre, et donc 5 autres personnes qui sont les représentants souvent des factions au sein du Parti communiste chinois. Donc, ces gens-là sont élus par les délégués? Enfin, ils sont élus, c'est-à-dire qu'ils sont nommés, leur candidature est connue d'avance, et ensuite ils sont, dans un sens, approuvés par le Congrès. Donc, il n'y a pas de discussion, on n'a pas de débats contradictoires au sein du Parti communiste. Là, ils sont pour adopter, approuver les décisions qui ont été déjà prises, discutées au préalable. Mais le secrétaire général, Xi Jinping, a été reconduit à son poste. Est-ce qu'il y avait de l'opposition? Non, oui, ça, n'a pas été une grande surprise. Au contraire, c'est plutôt logique. Si vous regardez un peu tous les présidents précédents, Jiang Zemin, Hu Jintao, ont fait 2 mandats. Donc là, il n'y a aucune surprise. Hein. D'accord. Et qui dirige le Parti communiste chinois dirige forcément la Chine? Parce que s'il y a d'autres partis en Chine, c'est quand même uniquement le Parti communiste qui peut être au pouvoir. En effet, oui. On a 2 autres partis, 8 en fait en tout. Petit Parti démocratique, c'est une sorte de vitrine de multi-partis chinois, un héritage de l'histoire de la Révolution chinoise. Donc, ils sont là depuis 1949, mais ces partis-là n'ont vraiment aucun pouvoir. C'est juste pour démontrer qu'on a plusieurs partis en Chine, que c'est une démocratie. Après tout, c'est une république. Alors, revenons à l'essentiel. Xi Jinping a non seulement été reconduit dans ses fonctions, mais on a inscrit sa pensée et son nom dans la charte du parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en soi, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, ils ont monté Xi Jinping au niveau de 2 grands autres leaders du passé, Mao Zedong et Deng Xiaoping. Donc, Mao Zedong est considéré comme le leader qui a créé l'indépendance de la Chine. Deng Xiaoping a créé la prospérité en Chine et maintenant Xi Jinping est considéré comme la personne qui est censée de générer le pouvoir de la Chine dans le monde. Donc c'est une nouvelle ère avec un nouveau leader qui essaie de changer un peu la position de la Chine dans le monde. Alors, ça fait de lui forcément un personnage très important dans l'histoire de la Chine après seulement déjà un seul mandat. Absolument. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'après un mandat de 5 ans, il a déjà été élevé dans cette position. Au même temps, c'est important de comprendre qu'il y a un grand départ de vision de Xi Jinping comparé à, par exemple, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping avait comme une politique très claire qu'il ne voulait pas que la Chine prendrait un rôle primaire dans la gouvernance mondiale. Maintenant, Xi Jinping a décidé de vraiment essayer de pousser un rôle important de la Chine dans tout ce qui est le développement et la réforme de la gouvernance mondiale.
Alors, si on résume cette pensée-là de Xi Jinping, quelle est-elle? C'est celle qui a été inscrite dans la charte du parti? C'est un titre assez long, donc, si vous me permettez. Alors, le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. C'est long même en chinois. Et donc, il est inscrit dans la charte du Parti communiste, du côté donc, de Mao, de Deng Xiaoping, mais aussi de deux autres présidents, Hu Jintao et Jiang Zemin. Mais donc, leur pensée a été inscrite dans la charte une fois ils ont terminé leur mandat. Donc, c'est ça une grande différence, c'est de son vivant. Alors que lui s'est inscrit non seulement de son vivant, mais alors qu'il est encore en poste. Alors qu'elle est encore en poste, donc c'est une grande nouveauté. Et donc, sa pensée inclut deux concepts. Le premier concept, donc la société de moyenne aisance, c'est-à-dire qu'on essaye d'éradiquer la pauvreté et d'arriver, pour très bientôt, 2021, donc 100 ans depuis la fondation du Parti communiste, les dates rondes, c'est important. Donc, il n'y a plus de pauvres dans le sens pauvreté extrême, qu'on partage les fruits de croissance de façon plus égalitaire. Et donc, deuxième grand concept, la renaissance de la Chine, de la nation chinoise, c'est une sorte d'idée de prendre une revanche sur le siècle d'humiliation, donc depuis que la Chine a été ouverte de force par les Occidentaux, et donc qu'elle reprend sa place au sein du monde qui lui appartient. Est-ce que c'est une pensée qui est réaliste, éradiquer la pauvreté extrême en Chine d'ici 2-3 ans, quoi? Oui, donc, mais en soi, si on regarde la croissance économique chinoise qui a été spectaculaire depuis 1978, a éradiqué énormément de pauvreté en Chine. Donc, avec un taux de croissance de 10% pour des décennies, c'était sans doute le cas. Maintenant encore, il y a une croissance beaucoup plus élevée qu'ici, même si le taux de croissance a diminué et ne sera plus de 10% dans le futur. La chose qui est importante avec ça est que maintenant, premièrement parce qu'on ne peut plus avoir ce taux de croissance très élevé, et deuxièmement parce qu'il y a des inégalités croissantes en Chine, il y a beaucoup plus d'emphase en Chine sur le développement économique soutenable. Donc, il y a beaucoup plus d'emphase sur inégalité des revenus, donc élimination de pauvreté, réduction de pollution, donc toutes ces choses qu'au début n'étaient pas aussi importantes, mais qui sont devenues très importantes, comme la Chine est devenue plus riche. Mais qu'est-ce qui vaut à Xi Jinping une telle admiration? Quel est son bilan? Est-ce qu'il a un si bon bilan que ça à la tête de la Chine jusqu'à maintenant? Mais donc, il a fait beaucoup de choses qui, dans le passé, n'étaient pas le cas. Donc, si on regarde justement les relations internationales, ils ont pris un rôle plus assertif comparé au passé. Par exemple, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures est une banque qui est en compétition directe avec la Banque mondiale. Donc, le projet Une ceinture, une route est un projet où la Chine a décidé d'investir énormément en Asie du Sud et en Asie de l'Ouest afin de créer plus de connectivité avec la Chine qui augmente le pouvoir économique et politique de la Chine dans cette région-là. Donc, ce sont des actions qui sont beaucoup plus assertives que dans le passé et qui créent plus l'idée d'une nation forte que le passé. Mais sur le plan des libertés individuelles, sur le plan social, il y a énormément de censure sous Xi Jinping. Bon, il n'est pas le premier, c'est vrai, mais certains rapports évoquent une augmentation de la censure. Alors, quel est son bilan social? C'est un peu plus mitigé. C'est vrai que Xi Jinping a repris le contrôle de l'État sur les médias. Si vous regardez les journaux chinois, tous les jours, dans tous les journaux, il y a au moins un article qui ne parle de Xi Jinping. Donc ça, c'est quelque chose, ça prend des proportions absolument incroyables. Le contrôle sur l'Internet, sur l'expression, les libertés individuelles, c'est aussi rassuré. Aussi, sa fameuse campagne anticorruption. Après, depuis, qui est de la poudre aux yeux, un peu. Certes, mais il faut savoir que cette campagne a concerné 1 million de fonctionnaires. Rendez-vous compte? Donc ça donne... cette campagne, en fait, est très bien vue par la population chinoise. Donc du coup, Xi Jinping se représente comme une sorte de justicier du peuple, mais en même temps, ça lui permet d'éliminer les gens qui lui font de l'ombre.
ses opposants visibles ou invisibles, on va dire, de façon assez importante. C'est la première fois que la campagne anticorruption concerne les très hauts fonctionnaires de l'État, jusqu'à aller dans le comité permanent de Politburo. Donc tout n'est pas noir non plus. Comme tout dans le monde, dans la vie, j'ai envie de dire. Et sur le plan environnemental, comment la Chine a évolué au cours de son premier mandat? C'est vrai que la Chine, depuis un certain temps, porte beaucoup d'attention à l'environnement, en particulier les énergies renouvelables. Vous savez maintenant que tous les panneaux solaires, y compris au Canada, sont produits en Chine. Okay, les éoliennes, le nucléaire. Oui. Okay, donc, c'est vrai qu'ils font un effort, mais pour l'instant, ça reste quand même difficile, sans doute. Donc, sur la pollution, le niveau de pollution en Chine est très élevé, un peu partout en Chine. Par contre, les efforts que le gouvernement chinois met pour réduire la pollution est aussi très, très élevé. Donc, il y a beaucoup de mesures qui sont prises, qui sont non imaginables ici au Canada, qui sont en train de faire là-bas, à cause du fait que tout le monde souffre de cette maladie de pollution. Il nous reste peu de temps, mais parlons de ses projets futurs à Xi Jinping. Alors, quels sont-ils? On parle notamment de la route de la soie. C'est probablement son plus grand projet. Oui, donc la route de la soie est même insertée dans la Constitution aussi. Donc, c'est sans doute son projet clé qui essaie de créer une connectivité avec l'Asie plus élevée, qui peut aider économiquement pour la Chine, mais qui aussi a un rôle très important de façon politique. Mais alors, ça consiste à quoi exactement? Ils mettent beaucoup d'argent dans des infrastructures, donc en Asie du Sud et de l'Ouest, sur les routes, sur les trains, sur les rails, sur tout ce qui est important pour connecter cette région plus avec le reste du monde, mais surtout avec la Chine. Et favoriser le commerce, donc. Sans doute, et c'est une bonne stratégie. Donc, c'est très connu que la connectivité et l'infrastructure est très importante pour le commerce international et pour la croissance économique. Vous vouliez ajouter quelque chose? Juste pour dire que, comme vous dites, c'est très important aussi sur le plan politique. Bon, la croissance chinoise se ralentit, donc il faut trouver les débouchés pour les entreprises chinoises pour permettre à cette croissance continuer, pour ne pas mettre les gens au chômage. Donc ce projet-là, finalement, est aussi très important pour maintenir la stabilité interne en Chine et le Parti communiste au pouvoir. Et quel sera l'impact de la Chine de Xi Jinping sur le reste du monde dans les années à venir avec ces grands projets-là? Mais le fait que maintenant la Chine devient plus assertif, qu'ils veulent avoir un rôle important dans la gouvernance mondiale. On se rappelle que la Chine est encore dans l'accord de Paris, etc., etc. Donc ça veut dire que d'une part, ils sont un joueur important avec qui nous pouvons faire les choses, mais d'autre part, ça crée plus de possibilités de conflits parfois entre la Chine et les autres pays du monde aussi. Donc on va voir plus de conflits de cette sorte et donc on va voir aussi que la diplomatie va changer aussi avec ça. Et en terminant, revenons à Xi Jinping lui-même. Il n'a pas de dauphin connu. Il commence un deuxième et théoriquement dernier mandat, mais est-ce que le culte qu'on lui voue pourrait laisser penser qu'il ferait plus que les 10 ans permis au pouvoir? En effet, c'est l'une des grandes surprises de ce congrès. Normalement, le futur dauphin doit faire partie du comité permanent. Alors que là, on voit que les nouveaux membres, ils ont tous plus de 60 ans, donc ils ne peuvent pas, dans 5 ans... Il n'y en a aucun là-dedans qui va lui succéder. Aucun peut. Donc il y a deux interprétations. En effet, certains analystes disent, voilà, il va faire 3e mandat, donc, ou rester de façon indéfinie, un peu comme Mao Zedong jusqu'à la mort. Ou bien, selon d'autres analystes, il ne veut pas avoir un successeur désigné pour ne pas avoir une pression. Et pour réaliser et continuer à réaliser quand même ces changements, cette modification des normes politiques. Je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle nos deux invités aujourd'hui pour parler de Xi Jinping, Olga Alexieva, qui est sinologue et professeure d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, ainsi qu'Harry Van Hache, qui est économiste et professeur au département d'affaires internationales à HEC Montréal. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.